Forum national de humanité et égalité qui œuvre. Alors, bonjour à chacun et à tous. Et merci, c'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin en tant que panéliste pour parler de la promotion pour le leadership des jeunes femmes dans la société. Alors, mon intervention va s'appesantir sur les défis, c'est-à-dire les différents problèmes que les femmes rencontrent dans l'exercice de leur leadership. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on s'entende sur une petite définition pour le leadership. Préciser que le leadership, c'est un processus par lequel un individu influence un autre groupe d'individus et donc dans un climat de confiance, dans le respect, dans l'écoute, dans le respect de soi-même d'abord pour inspirer les autres et se faire respecter, puis dans le respect des autres pour obtenir ce qu'on attend d'eux. Et donc parlant de là, il faut que nous nous assurions, sinon que nous convenions du fait que le leadership de la femme est un important levier de développement économique de tout pays. Parce que lorsque nous prenons notre pays, par exemple, les femmes constituent en moyenne 50% et plus que cela de la société. Et donc il n'y a pas de développement possible qui puisse être pensé sans cette couche-là majoritaire de la société. Alors, en termes de défis au niveau de la société, ils sont nombreux. Ils sont constitués et de barrières externes et de barrières internes. Et je rejoins pertinemment les différentes interventions de tout à l'heure, M. Da Silveira Kodjo, Mme Akambi et Mme Lucas Abarouin, qui estimaient que le plus important, sinon pas le plus important, mais je dirais les actions sur le terrain sont aussi importantes que les différentes conventions, les différents textes de loi. Parce que d'une manière ou d'une autre, les tests existent, oui, il faut chercher les financements, oui, mais après, est-ce que nous prenons réellement en compte ce que les femmes subissent concrètement? Est-ce que nous allons directement vers les femmes? Et donc pour cela, nous allons aborder par exemple les législations au niveau du pays, du continent en général. Est-ce que les législations sont favorables aux femmes? Est-ce que les différentes politiques existent pour faciliter la tâche aux femmes pour qu'elles aspirent à aller loin? Est-ce que des politiques pro-famille existent? Est-ce que le fait d'être mère, de porter une grossesse par exemple sur 9 mois et de perdre banalement 2 ans de sa vie facilite la tâche aux femmes pour aspirer à des postes de responsabilité? En tenant compte du fait que certes nous parlons d'espacement des naissances, mais 2 ans après, lorsque l'enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est cette même société dans laquelle elle vit qui la conditionne à très vite prendre une autre grossesse et d'une manière ou d'une autre progressivement, elle perd banalement une dizaine d'années dans son rôle de mère. Est-ce qu'en gérant ça, il est facile par exemple d'aspirer à manager, président de la République, CA, arrondissement? C'est pas évident parce qu'il n'y a pas des politiques par exemple de garde d'enfants, des politiques de planning, surtout en milieu rural, qui sont presque interdites parce qu'il y a toutes les pesanteurs psychologiques autour. Il y a le secteur privé, avec les politiques qui favorisent plus les hommes. Une des panélistes en parlait tout à l'heure. Dans le secteur privé, on a tendance à accorder les postes de responsabilité élevés aux hommes. Il y a carrément des entreprises qui refusent de prendre des femmes simplement parce qu'on estime qu'elle perdra 9 mois de grossesse pendant la période de travail. Il y a des entreprises qui refusent catégoriquement de prendre des femmes à cause de ce facteur-là. Il y a la fameuse expression, le plafond de verre, qui limite le niveau de progression des femmes. Il y a des postes en entreprise qui ne sont pas accessibles aux femmes parce qu'on se dit non, c'est une femme, elle a des enfants à gérer, est-ce qu'elle aura le temps d'être présente au bureau et se concentrer réellement sur l'entreprise? Il y a les stéréotypes, il y a les questions d'hygiène menstruelle par exemple, qui constituent une réelle barrière à la jeune fille depuis l'école. Il y a, comment dirais-je, des tabous qui sont instaurés autour des menstrues, qui sont tels que jusqu'à 15,2% au Bénin notamment, manquent les cours à cause de leur menstruation. Il y a la peur de subir la risée de ses camarades, il y a la peur des menstruations douloureuses, il y a les rejets, les tabous, comme je le disais autour, dans des localités par exemple, la jeune fille n'est pas autorisée à se mettre à la cuisine, faire à manger parce qu'on considère qu'elle est souillée par ses menstruations. Il y a des localités dans lesquelles elle n'est pas autorisée à dormir, par exemple, avec ses frères, avec son mari, lorsque c'est une femme mariée, parce qu'elle est en menstruation. Il y a des localités où, pire, on bannit carrément la jeune fille de la localité du village, on l'isole dans une grotte hors du village, simplement parce qu'on estime qu'elle risque de souiller son entourage.
Elle n'est pas autorisée à puiser de l'eau parce qu'on estime que le puits s'assèche. Elle n'est pas autorisée à aller dans un jardin, par exemple, de légumes parce qu'on estime que la récolte sera mauvaise. Il y a tellement de pesanteurs autour que la jeune fille se retrouve stigmatisée, complexée, rejetée carrément, et ce qui agit sur son estime d'elle-même. Lorsqu'une femme n'a pas confiance en elle, est-ce que nous pensons réellement qu'elle puisse accéder à des choses, et qu'elle puisse d'ailleurs rêver plus loin? Et banalement, à cause de ce tabou qui est instauré autour des menstruations, par exemple, la jeune fille se retrouve à ne pas vouloir s'intégrer. La jeune fille préfère être en classe, aller peut-être au CM2, prendre une grossesse et retourner à la maison. Ou alors simplement, elle se dit qu'elle préfère tout laisser tomber, c'est-à-dire ne même pas aspirer à aller à l'école. C'est le cas par exemple de cette localité d'Itasomba où nous étions l'année dernière rencontrer les jeunes filles qui, à 98%, ont tout estimé qu'il valait mieux se rendre au Nigeria, acheter des biscuits et autres et revendre dans leur localité. Parce qu'elles n'estiment, elles ne jugent pas du tout important d'aller loin à l'école. Et d'ailleurs, les garçons nous l'ont dit, une fille à l'école, ça ne sert à rien, parce que même si elles finissent, elles ont de l'argent, c'est nous les hommes pauvres qui reviendront les épouser. Alors dans un environnement comme ça, comment est-ce que nous espérons que la femme évolue? Il y a les questions de viol qui sont fréquentes, certes on n'en parle pas forcément toujours, généralement sur la toile, lorsqu'on apprend qu'une fille a été violée, on en fait un buzz, on crie et après ça s'oublie. De sorte que les femmes, comme le disait Madame Mélomé tout à l'heure par rapport à Angela Kweya, ont peur de parler. Elles accumulent des frustrations, elles accumulent des douleurs, des blessures psychologiques qui détruisent carrément leur existence et qui ne leur permettent plus forcément de s'ouvrir et d'évoluer. Il y a la non-valorisation du secteur informel, dans lequel les femmes sont en majorité. Le secteur informel, c'est-à-dire les petites ventes et tout, qui ne sont pas forcément valorisées dans notre pays, parce qu'on estime que c'est une sous-activité. Et donc les femmes s'arrangent pour une capital de 20 000 francs, lancer des activités, de petites activités, gagner 25 francs, 500 000 francs, et pour elles, elles ont réussi leur vie. Est-ce que notre environnement social, notre environnement même politique, encourage vraiment les femmes à évoluer? Il y a les questions d'harcèlement moral et sexuel. Le cas de la journaliste n'est qu'un rare cas qui a été pris en buzz à la limite sur un toile. Mais toutes les femmes ici présentes, je me permets de le dire, ont subi une fois le harcèlement moral et sexuel. J'ai démissionné de 2 différents postes de responsabilité à cause du harcèlement. C'est soit tu te laisses faire ou pas. Et tu pars. Alors, lorsque ça se passe comme ça, soit la femme se retrouve alors dans un carrosse où elle est chosifiée, elle se dit que ses compétences sont limitées à son sexe. Et donc elle n'a même pas envie d'évoluer, elle n'a même pas envie d'apprendre davantage, elle n'a pas envie de rivaliser en termes de compétences avec les hommes, parce qu'au final, qu'elle se batte ou pas, c'est son sexe qu'on lui demandera. Et aujourd'hui, la question est devenue tellement légitime pour nous. À un moment donné, si n'eût été l'intervention à propos du cas de la journaliste, nous avons un peu inconsciemment ingurgité cela comme une norme de la société. Combien d'entreprises réellement des politiques de dénonciation du harcèlement? Combien d'entreprises réellement luttent contre le harcèlement? Combien punissent les personnes auteurs du harcèlement? Et il y a les questions de preuve aussi. Lorsque tu parles de harcèlement, tu dis où est la preuve que tu as été harcelé? Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui te retrouves condamné pour diffamation. Parce que le harcèlement n'est pas forcément quelque chose de tangible qu'on puisse prouver a priori. Combien de jeunes femmes peuvent enregistrer une conversation, avoir d'abord le réflexe que lorsqu'elles iront dans le bureau, elles seront harcelées, que des propos sortiront. Et donc, généralement, on les sent téléphone, mais comment on enregistre, comment on prouve? Il y a des messages et tout, mais après, même aujourd'hui, il y a des subtilités ne peuvent plus servir de preuve, parce que les messages sont généralement très légers. On ne dit pas clairement, soit tu couches, soit tu pars, non. Mais on subit ça tout le temps fréquemment. Est-ce que cela nous permet de développer un certain leadership? Je ne pense pas. Alors, nous revenons aux barrières internes, propres aux femmes elles-mêmes. Il y a le manque de confiance en soi qui découle des différents préjugés, des différents stéréotypes dans la société. Il y a le difficile équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Combien de femmes n'ont pas renoncé à la vie professionnelle pour s'occuper de leurs enfants? Combien de femmes n'ont pas été obligées parce que non autorisées par leur conjoint à abandonner leurs ambitions? Combien de femmes, et tout à l'heure monsieur disait, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui ont subi des violences et qui ont été obligées, qui se sont finalement décidées à rester, et pourquoi? Mais à un moment donné, notre société nous conditionne d'une telle manière que la femme, c'est d'abord le foyer.
Aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas un foyer à un certain âge, regardez le cas de l'artiste Esmé sur la toile. Malgré sa réussite, malgré qu'elle fasse la fierté du pays, elle est lynchée depuis des mois sur la toile, seulement parce qu'elle n'a pas un mari, parce qu'elle n'a pas eu la grâce d'avoir un enfant. Et au-delà de ça, il y a des femmes qui, comment dirais-je, qui tombent enceintes, qui se retrouvent soit obligées de quitter leur foyer parce que l'homme bloque leurs ambitions, soit sont obligées d'abandonner par peur de détruire après la vie de cet enfant. Là, je rejoins M. Kodio d'Assievera. Les divorces, il y a des après. Et parfois, les femmes privilégient cela pour le bonheur de mon enfant, je préfère laisser tomber. Pour le bonheur de mon enfant, je préfère ne pas évoluer. Lorsqu'une femme se retrouve mère célibataire, combien de pression est-ce qu'elle ne subit pas? Quelles insultes est-ce qu'elle ne subit pas? On a tendance carrément à lier ses compétences à cet aspect-là, du fait qu'elle n'ait pas pu tenir un foyer. On a l'impression qu'elle ne peut pas répondre professionnellement parlant. Aujourd'hui, moi, on m'a dit par exemple à une certaine époque, lorsque tu te maries, ça te permet d'évoluer dans les affaires. Lorsque tu es marié, tu es à un certain niveau, on te met sur un piédestal, on te respecte. Non, mais franchement, est-ce que la réussite des femmes est conditionnée à leur présence dans un foyer? Non. Est-ce qu'on ne peut pas autant que les hommes juger les femmes à leur capacité? Alors, il y a le networking négligé, les questions de rivalité entre femmes qui ne permettent pas forcément le mentoring. Combien de femmes ont un mentor qui les oriente forcément réellement dans une voie, qui leur permet de reprendre confiance en elles lorsqu'elles ont subi des processus dans l'enfance? Alors, je pense que les recommandations vont partir de ces différentes problématiques que j'ai relevées tout à l'heure. Chacun à son niveau, en fonction des situations que chacun vit, chacune des femmes subit chez elle, pourra définir la manière dont elle s'en sort. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons des obligations, comme le disait Mme Abarou tout à l'heure, de sensibilisation, d'accompagnement. C'est vrai que l'accompagnement de 2 secondes, de 30 minutes que Dieu nos activités ne suffit pas forcément. Et à cet effet, justement, après chaque sensibilisation, nous avons pour objectif, pour responsabilité, de relever les différents cas que nous avons remarqués et de leur offrir l'accompagnement dans le temps. Et je vais finir par où je devrais commencer. C'est ce que fait justement l'ONG Madame Yara avec les actions sur le terrain. Nous sommes principalement axés sur l'hygiène menstruelle, que je détaillais un peu brièvement tout à l'heure, sur l'insertion des filles et des jeunes filles déscolarisées, sur le parrainage des enfants orphelins, des enfants qui ont perdu leur mère à la naissance par exemple et qui n'ont plus forcément d'espoir d'évoluer. Je suis Hermène Ademi, 23 ans, président de l'ONG Madame Yara. Je vous remercie. Pour le thème qui nous a rassemblés ce matin, c'est un thème vraiment intéressant. Et je vais commencer par vous dire une chose qui m'a souvent fait rire en tant que femme. C'est vrai aussi d'être dans une famille où finalement nous sommes 4 filles, parce que le seul garçon qui m'a suivi est décédé à un moment donné. Mais mon père m'a toujours rappelé, quand je grandissais, que j'étais une femme. Et quelle que soit l'activité que je me disais que je voulais faire, il me disait toujours non, une femme ne fait pas comme ça, une femme ne doit pas faire comme ça. Et quand des fois j'étais faible en tant qu'enfant et que je devrais pleurer, il dit voilà, les femmes ne font que pleurer. Si c'était un garçon, il n'allait pas se mettre à pleurer. Mais tout ce que j'entendais tout le temps, finalement m'a forgé et m'a donné du caractère. C'est pour dire généralement le point de vue de la société, des hommes sur la femme, c'est que la femme est tellement faible qu'on ne peut pas la responsabiliser de bonnes choses. Et c'est vrai, la femme est très émotionnelle. C'est pourquoi quand des fois nous rencontrons des jeunes filles qui sont très élevées, très dynamiques dans l'entrepreneuriat quelquefois, je leur demande, après le mariage, est-ce que ton zèle d'entrepreneuse va continuer? Parce que c'est quand la femme réussit à franchir cette étape de gestion de foyer avec son zèle, son dynamisme et qu'elle tient, qu'on sait que c'est vraiment une femme leader. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut de sa vie. Donc, pour pouvoir être une femme leader, il faut savoir de qui on tombe amoureux. Une femme qui sait déjà dans sa vie qu'elle sera leader ne tombe pas amoureux d'un bourreau, de quelqu'un qui va l'amener à se sous-estimer ou à se ranger dans un couvent, ou de quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même, de sorte qu'il ne pourra pas l'aider à s'épanouir. Donc c'est des petits enseignements qu'il faudrait en tant que femme déjà apporter aux jeunes femmes, apporter aux jeunes enfants,
Parce qu'en gros, nous n'avons pas assez de temps. Lorsque nous mettons les enfants au monde, les mamans, c'est vrai, restent beaucoup avec les enfants, mais les mamans n'arrivent pas à passer cette communication à leurs enfants pour les amener à être une femme dans la société, une femme au-delà de ce qu'elles ont été. Donc en leur disant, non ma fille, ne tombe pas amoureux de n'importe qui parce que je veux que tu sois une grande personnalité. Mais les mamans sont souvent là pour dire, non, 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 tu risques de tomber enceinte. Alors que le problème même, ce n'est pas le fait d'aller tomber enceinte, mais c'est de qui tu iras tomber enceinte. Donc, il faudrait mettre l'emphase sur déjà ces genres de choses, attirer l'attention de l'enfant en tant que femme, même, ou bien homme, même des fois, sur ces petits détails pour pouvoir faire de la petite fille une femme leader un jour dans la société. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus de femmes qui s'affichent, qui arrivent à sortir, qui arrivent à prendre la parole. Mais quand nous regardons dans l'ensemble, les femmes qui sortent encore sont encore très peu par rapport au nombre de femmes qui sont encore dans la société. Parce que nous-mêmes, les femmes, en tant que femmes, nous n'arrivons pas à nous faire confiance nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à, par exemple, c'est vrai, c'est tellement facile. Quand j'organise par exemple des forums, quand je vais vers les femmes pour les mettre au panel, en tout cas des femmes qui sont déjà responsables d'elles-mêmes, qui ont une certaine carrière de travail déjà, c'est des femmes qui n'aiment pas trop parler, ils disent « Oh non, ne mets pas ma photo sur Facebook, mon mari, je dois demander la permission à mon mari. » Et déjà quand j'entends ça, ça me fait tilt dans la tête, je me dis voilà, c'est des gens qui ne veulent pas que leur photo s'affiche, parce que le mari ne veut pas que la photo de la femme là s'affiche, parce que c'est comme si quand la femme deviendra une femme leader, elle va m'échapper. Elle ne pourra pas être sous contrôle parce que ce que nous avons observé, ou bien le message que nous a transmis tout le temps, c'est que ces gens de femmes qui sont des femmes leaders sont des femmes qui n'ont pas de mari. C'est des femmes insoumises. C'est des femmes qui ne peuvent pas rester sous l'autorité d'un mari. Et tant que nous observons et tant que nous voyons des commentaires, c'est comme par exemple notre chère sœur qui voulait être présidente la première fois, elle a été vilipendée, elle a eu tous les mots pour dire non, 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 celle-là, c'est une femme, attention, elle couche avec les hommes. Donc, à force de répandre ce genre de rumeurs sur les femmes, les filles n'auront pas l'aptitude d'aller s'afficher. Déjà, même mettre déjà sa photo en tant que jeune fille sur son profil, c'est mal vu par la société. C'est des petites choses, mais c'est déjà mal vu. Parce que c'est comme la première fois, j'ai mis ma photo sur ma page, les gens m'ont appelé pour me dire, attends, pourquoi tu n'as pas mis la photo de ton mari avec toi? Tu es mariée. Et je leur ai dit, écoutez, mon mari aussi a son compte. Ici, c'est professionnel. À la maison, les foyers là-bas, c'est pas sur Facebook qu'il faut mettre madame, monsieur. Et la dernière fois, je taquinais mon mari. Et je lui dis, écoute, moi, quand je vais quelque part, je dis au monsieur à OK. Donc, toi aussi, tu dois dire à OK, monsieur, parce que tu es marié à moi, je suis mariée à toi. Donc, c'est des petits trucs, en réalité, qui amènent la femme à être stéréotypée, à être en arrière. Donc, c'est des petites choses qui constituent des choses à régler, des petits détails à régler déjà dans la société. Donc, le défi de modèle, la femme n'a pas de modèle de femme qui en donne un bon témoignage, voilà, de femme qui a un foyer, qui a une activité, qui a une paix dans son foyer, qui arrive à être leader, pas jeune. Donc, d'accord. Donc, il y a le défi de modèle. Il y a le défi de briser le regard des autres, de la société. Le défi de... Parce que quand la femme a plus d'argent, elle est vue comme une femme trop indépendante, qu'on ne peut plus gérer. Or, ce n'est pas ça. Il y a le défi moral. Lorsqu'on commence par s'afficher, on se dit, ben, cette femme-là, certainement, c'est une mauvaise femme, il faut briser aussi cela. Donc, c'est quelque chose que je vais vous apporter. Peut-être dans les questions, nous allons aller un peu plus loin. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Alors, mes sœurs ont déjà brossé l'essentiel. Sinon, pour ne pas revenir sur la même chose, la définition et autres, je vais tout juste dire que bon, pour qu'une femme soit leader, il faut que cette dernière ait des capacités intrinsèques, certes. Et au nombre de ces capacités-là, capacités que je peux qualifier aussi de qualité, il y a la vision,
la stratégie, la persuasion, la communication. Il ne suffit pas de parler juste, non, il faut savoir communiquer, savoir impacter son auditoire. Donc il y a la communication, la confiance. Oh, la confiance, elle est très importante. Je reviens à moi. Au début, j'étais très confiante. Oh là là, parce que j'ai embrassé la chose avec amour, avec joie, avec fierté. Mais il y a ce que tu veux faire et il y a ce que les autres regardent que tu fais. Tu peux faire des choses, tu peux aimer ce que tu fais, mais si les gens n'apprécient pas, au fil des ans, il y a, si je peux le dire, la déconfiance. Ça se dit? Je ne sais pas. Il n'y a plus la confiance. Donc il faut qu'il y ait la confiance. Heureusement que de nos jours, il y a tant de structures ou bien de formations sur le développement personnel. Mais c'est aussi apprendre entre griffes. Heureusement qu'il y a ça de nos jours. Donc la confiance qui est très importante. Il y a l'éthique. L'éthique. Ah, le mot éthique. De nos jours, ça disparaît. Mais bon, l'éthique aussi est très importante. Ma présentation s'accentuera sur les problèmes que rencontrent les femmes au quotidien et sur les perspectives pour une meilleure promotion des femmes, plutôt du leadership des femmes dans la société. Je voudrais d'abord vous dire que les femmes, notre société a mal éduqué les femmes. Notre société nous a mal éduqués. Le réel problème que nous avons, c'est le problème d'éducation. En tant que parent, moi, je rejette surtout la faute aux parents. Les parents qui ont été instruits, les parents qui n'ont pas eu cette capacité-là d'aider leurs filles à la maison, de leur permettre d'avoir des décisions, de leur permettre de participer à des formations, de sortie ou de s'épanouir, de peur que, bon, si ma fille sort, elle peut me ramener des grossesses. Si ma fille sort, elle va commencer par avoir des amis qui vont mal l'éduquer. Les parents ne nous ont pas éduqués. D'abord, la société fait que les hommes, il y a une domination au niveau des hommes où l'homme est supérieur. L'homme est capable de faire ci, l'homme est capable de tout faire, mais la femme ne peut pas. En termes de décision, c'est l'homme qui prend des décisions au sein d'une famille. Mais en tant que parent, combien de fois aviez-vous permis à votre fille de prendre une initiative déjà dans la famille? Combien de fois, lors des discussions, avez-vous permis à votre fille de parler? Ces problèmes-là font qu'aujourd'hui, plusieurs filles sont incapables, plusieurs femmes plutôt, sont incapables de prendre des décisions. Moi, j'ai eu la chance d'être instruite. Je suis aujourd'hui ici, je peux parler devant un public. Combien de fois avez-vous permis à vos enfants de prendre des décisions, de pouvoir se défendre en public? Il y a plusieurs choses qui se passent au sein de nos familles et qui font que les femmes aujourd'hui sont incapables de bien réussir. Et je voudrais dire que quand on parle de la promotion du leadership féminin, il ne faudrait pas seulement s'arrêter sur se dire que quand on dit leadership féminin, c'est seulement les femmes qui ont été instruites, les femmes qui sont capables de faire des choses. Non, nous avons des femmes dans nos zones rurales qui sont capables d'innover, des femmes qui font des merveilles dans les zones rurales. Quand vous allez vers elles, vous allez voir des femmes qui font des produits que nous n'avons même pas dans nos supermarchés. Mais ces femmes-là sont incapables de sortir de leur zone, d'aller vers les zones urbaines, de se rapprocher des décideurs pour des négociations. Elles manquent de confiance en elles. Elles se disent, mais quand j'irai vers cette personne-là, est-ce qu'il ne va pas peut-être me faire des avances? Ou bien si cette personne-là ne va pas peut-être dire que c'est une femme, quand je vais lui confier telle chose, elle ne le fera pas bien. Or, c'est faux. Les femmes manquent de confiance en elles. Nous avons besoin d'aller vers toutes les communautés, que ce soit dans les zones rurales, urbaines, et éduquer les femmes. Il y a aujourd'hui plusieurs formations de leadership, plusieurs formations où vous pouvez permettre à vos filles, à vos jeunes sœurs de participer. Ça leur permet de voir ce qui se passe et de prendre des initiatives. L'autre problème que nous avons, c'est que plusieurs femmes
Je prends l'exemple tout à l'heure de la femme qui a été violée ou bien qui est battue. Et de la femme qui a été violée ou bien qui est battue et qu'une organisation veut la défendre. Lorsqu'on l'amène vers la justice, elle dit qu'elle ne te connaît pas ou bien qu'elle préfère rester sous son mari. Nous avons ce problème-là où nos parents, quand une jeune femme est battue par son mari, a déjà un enfant, va vers la justice, les parents disent non, et reste avec ton mari. Ne laisse jamais, quand tu vas quitter ton mari, tu n'auras plus la chance d'avoir un autre mari ou bien ton enfant sera maltraité ou autre chose. Moi, je pense que c'est un faux problème. C'est très important que nous aidons les femmes à se défendre, à montrer désormais à ses maris qu'il ne faut plus battre, trouver des solutions pour que, malgré que ces femmes aillent vers la justice, elles puissent avoir la possibilité d'être toujours avec le mari. Donc nous avons besoin de conseils et nous avons vraiment besoin que la société aide ces femmes-là, soutienne ces femmes-là, quelles que soient les difficultés. Il y a aussi un problème que nous ne voyons pas. Quand on parle de promotion de leadership, il y a aujourd'hui un fort taux de femmes analphabétisées que nous devons vraiment aider. Ces femmes-là qui manquent surtout de leadership que nous devons aider. Il y a aussi un faible taux de femmes, de jeunes filles qui ne sont pas instruites. Mais nous devons aider ces femmes-là à travers des conseils, des appuis, en tant qu'organisation, vraiment aider ces femmes. Pour les perspectives, moi je proposerai d'abord que les autorités, les membres de la société civile que nous sommes, les parents que nous sommes, éduquons nos filles. Nous sensibilisons vraiment tout le monde à encourager les filles et qu'il n'y ait plus de problème d'équité ou d'égalité, que ces problèmes-là soient résolus. Je voudrais aussi qu'on mette en place des mesures rendant effective l'égalité et l'équité dont je parlais entre les hommes et femmes dans l'accès à l'éducation, l'alphabétisation ou structure de prise de décision dans toutes les sphères. Et aussi qu'on renforce l'engagement surtout de la société civile à la prise de conscience des femmes et des hommes pour la promotion du genre, tout en assurant une bonne éducation. Parce que si nous, société civile, qui faisons des actions, nous ne vous levons pas, nous ne pensons pas à aider cette couche-là et seulement, bon, il y a un projet de formation, il y a un projet de sensibilisation et il faut aider des femmes. On a formé 1000 femmes en entrepreneuriat, mais quand vous formez ces femmes, à la fin, si elles ne sont pas capables d'aller loin, de prendre des décisions, de prendre tel produit et aller négocier avec un grand partenaire, même si je fais de la farine pour les enfants dans une zone très reculée, après avoir fait une formation, je suis capable d'aller vers une entreprise qui a bien réussi et négocier. Il faut qu'on s'entraide réellement. Je voudrais aussi, par rapport à un exemple que j'ai vécu, il y avait des femmes que mon ONG a formées pour un programme d'entrepreneuriat, pour former de nouvelles générations d'entrepreneurs. Il y a une jeune fille qui m'a choquée. Elle disait, quand je pars vers des sociétés, présenter mon jus, ils sont intéressés. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai peur parce que je me sens petite. Les gens ne connaissent pas mon âge, mais ils se disent que je suis petite. Comment je peux gérer ces choses-là? Je
je donne cet exemple pour vous amener à montrer aux enfants à la maison, aux filles à la maison, que quel que soit votre âge, vous êtes capable de tout faire. Je félicite toutes les panélistes pour leur brillante présentation. Au fait, je veux revenir sur l'éducation que les parents donnent aujourd'hui à nos filles. Et en ce qui concerne le problème de leadership féminin, on ne devient pas leader, on le devient. Quand les jeunes filles nous constatons quand elles sont en âge de se marier, leur leadership s'éteint et elles deviennent absentes ainsi que les problèmes surviennent. J'aimerais que les OSC, les parents, tiennent à cœur cette étape d'évolution des jeunes filles. C'est très important. Pour qu'on ne constate plus après 20 ans, 25 ans, qu'on se réunit encore dans cette salle pour parler des problèmes de leadership féminin et des problèmes de pauvreté des femmes. Il faut qu'on mette un point à cela. L'amour, comme l'a dit notre professeur, n'est pas aveugle. On ne se marie pas à n'importe qui, on ne s'attache pas à n'importe qui. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours des mères qui disent à leur fille, tant que telle personne n'a pas une moto ou bien vécu, pas d'amour, c'est très grave. Il y en a encore dans notre société. Donc, j'aimerais quand même que nous penchions sur cette question. Monsieur a évoqué tout à l'heure que je n'ai pas aimé une femme et lui faire subir de la discrimination. Donc, ça peut aussi arriver par ignorance. Je voudrais demander, Madame Akessoa dit que certaines femmes veulent toujours rester au foyer malgré la discrimination pour préserver l'avenir de leurs enfants. Je voudrais lui demander, est-ce que vous êtes arrivé une fois de subir une discrimination? Vous avez pris la résolution de quitter votre foyer et pour tenter de rester. La question ne s'appelle pas seulement à elle, mais à toutes les femmes qui sont ici. On est d'accord? Est-ce que vous avez subi au moins une fois une discrimination de la part de votre mari ou même de sa de votre famille qui, à un moment donné, votre représentant dit assez, c'est assez, il faut que je claque la porte. Mais malgré ça, vous êtes calmé, vous êtes resté. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait que vous êtes